Hello, everyone. Thank you for having me. Merci de m'avoir reçu. Donc, je ne parle pas français, donc vous m'excuserez. Je vais m'exprimer en anglais. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui. C'est un honneur et c'est vraiment un groupe formidable que j'ai face à moi. Je n'avais jamais imaginé que j'aurais pu m'adresser à un public tel que le vôtre aujourd'hui. Donc, je vais essayer de respecter le temps. On m'a dit également de m'exprimer lentement, donc je vais peut-être dépasser un peu la limite. Je vais vous donner tout d'abord la raison pour laquelle Donald Trump a battu Hillary Clinton lors de des présidentielles américaines. Et je vais vous parler de la résistance face à Trump et de l'importance de cette résistance. Et les forces qu'il représente. Il y a de nombreux facteurs qui ont contribué à la victoire de Donald Trump, mais la principale, c'est que des millions d'Américains ont perdu espoir et confiance en leur personnalité politique traditionnelle. Et donc il y a eu une rébellion. Bernie Sanders est un socialiste démocrate et représentait un peu la perte de confiance dans le leadership du Parti démocrate. Et Sanders a été considéré un peu comme un outsider et c'est peut-être ce qui l'a aidé quand même à s'en sortir un minimum dans ces présidentielles. Et Trump, lui aussi, représentait un peu ce sentiment de méfiance du public américain. Il était également perçu comme un outsider. Mais néanmoins, Trump n'est pas complètement un outsider. C'est un milliardaire qui a fréquenté des politiciens à Washington pendant des années et est responsable en partie de l'injustice économique et sociale que de nombreuses personnes ressentent. Le public a besoin d'un nouveau leadership. Et c'est pourquoi certains électeurs ont voté pour Sanders lors des primaires démocrates. Mais en revanche, Trump a battu Hillary, qui avait battu elle-même Sanders. Clinton représentait trop en fait ce que les gens ce contre quoi les gens luttaient. Et donc Trump a montré quelque chose, c'est que les gens sont prêts à ignorer certains vices de caractère et pour susciter un changement. La résistance à Trump, néanmoins, est croissante. Il n'a pas de plus en plus de partisans. De nombreux partisans, en fait, l'ont abandonné. Et les sondages montrent qu'il a une chute de sa cote de popularité qui est sans précédent aux États-Unis. Mais il y a quand même un public qui lui reste fidèle, peu importe ce qu'il fait. Et la gestion de l'ouragan a fait qu'il y a eu une petite augmentation quand même à 40%. Et au sein de son parti, il y a quand même des sceptiques, des résistances, qui pensent qu'il ne promeut pas de bonnes valeurs et pensent qu'il n'est pas un représentant approprié, adéquat pour le parti. Et c'est surtout vrai pour ceux qui comprennent que sa base de supporters blancs et c'est spécialement vrai pour la base blanche, pardon. Trump essaye de plus en plus d'attirer surtout la population noire et hispanique, mais malgré tout, il fait preuve souvent de misogynie, de racisme et de xénophobie. Mais de nombreux républicains tentent de travailler avec lui parce qu'ils pensent que c'est une extrêmement belle occasion de faire appliquer un programme législatif et d'autres priorités, comme par exemple nommer des conservateurs à la Cour suprême. La campagne de Trump a vraiment suscité différentes réactions. L'une des les promesses les plus controversées de Trump, c'est de
construire un mur à la frontière entre le Mexique et les États-Unis et qui sera financé par le Mexique. Il présente les Mexicains comme des immigrants stéréotypés, sans papier, etc. Et il y a un débat depuis longtemps concernant l'immigration aux États-Unis. Les militants des droits des immigrants ont essayé de défendre des politiques depuis des années, et un exemple important de ces actions, c'est les protestations, les manifestations pour les droits des immigrants en 2006-2007. Il y a vraiment un ressentiment contre les musulmans et un élan anti-migratoire, et c'est ce qui a poussé en fait le Trump à essayer de faire appliquer son interdiction de séjour aux musulmans. Et il y a eu vraiment une explosion, un essor des propagandes anti-musulmanes. Mais les musulmans se sont défendus pour vaincre ces craintes et ces discours de haine. Il y a aussi de grands mouvements féministes. Il y avait beaucoup d'attentes en fait quand Hillary Clinton s'est présentée, et même si Donald Trump s'est montré extrêmement sexiste, qui faisait sans cesse des commentaires sur l'apparence des femmes et même commettait des agressions sexuelles, il a pu gagner malgré tout. Mais les femmes se sont défendues. Après l'élection de Trump, elles ont manifesté, et il y a toujours cette dynamique. Les femmes qui sont allées manifester continuent de se défendre et de promouvoir des politiques féministes. Il y a aussi une lutte contre le racisme et le suprémacisme blanc. J'ai déjà parlé des droits des immigrants qui se trouvent confrontés à l'opposition du suprémacisme blanc et l'eurocentrisme. Les luttes continuent aujourd'hui, notamment de la part des indigènes, parce que de nombreuses tribus indigènes souhaitent par exemple mettre fin aux gazéoducs, etc., et aux oléoducs qui passent sur leurs terres. Bien avant Trump, il y a eu des mouvements suprémacistes blancs qui ont changé le cours de l'histoire. Il y a le mouvement contre le suprémacisme blanc, par exemple le mouvement pour les droits civiques. Il y a eu, par exemple, en dernier exemple, en 2007, une manifestation. Donc, une foule s'est rendue à Black Ginia, dans une école, dans un lycée de Louisiane, pour dénoncer des confrontations. Il y a eu des confrontations violentes entre camarades de classe blancs et noirs. Il y a eu également, comme vous le savez, des mouvements pour la défense des populations noires aux États-Unis, à la suite, en 2012, du meurtre de Trayvon Martin par George Zimmerman. Moi, je vis à Saint-Louis, pas loin de Ferguson, et j'ai participé aux manifestations. L'histoire des manifestations contre le racisme et la violence policière continue à Saint-Louis aujourd'hui, alors que les gens manifestent contre l'acquittement d'un autre policier qui a tué Anthony Lamar Smith, un jeune homme noir, en 2011. Et un autre mouvement qui a gagné en élan, en dynamique, depuis la présidence de Trump, c'est le mouvement pour lutter contre le changement climatique. Trump a décidé de se retirer de l'accord de Paris. C'est une décision qui a été condamnée par tous, par de nombreux États, de nombreuses villes. C'est un peu comme le mouvement féministe, il y a vraiment eu un mouvement écolo qui est né.
Et il y a vraiment un fragment de la population qui est résistant aux tentatives de Trump de remplacer par exemple ce qu'on appelle le Obamacare, ce que vous connaissez sous le nom d'Obamacare. Et ça a été vraiment un échec. Et il y a des millions de personnes qui ont vu cette tentative comme un moyen de nuire et lutte contre cela. Les personnes, le peuple ont peur des décisions de Trump, des décisions belliqueuses, mais ils se battent sur les questions qui leur sont chères. Mais pour ce qui est de la Corée du Nord, il semble que le peuple ne voyait pas comme la Corée du Nord comme une menace, mais maintenant, avec la propagande, et bien sûr avec ce que fait Kim Jong-un, de plus en plus de personnes voient la Corée du Nord comme une menace. Auparavant, certaines personnes n'acceptaient pas les interventions militaires en Corée du Nord, mais maintenant, ils envisagent cette possibilité parce qu'ils ne savent pas ce que ça implique. Donc, on a beaucoup de travail à faire aux États-Unis pour essayer d'inverser la tendance. Notre processus de paix et contre la guerre continue. Nous essayons de faire pression, d'éduquer la population, et surtout auprès de ceux qui sont les plus victimes des politiques américaines. Nous sommes rendus partout dans le monde, en Corée du Sud, etc., pour faire passer le message. Et ces mouvements qui luttent contre Trump sont plus importants que la résistance face à Trump. Pour des millions d'Américains, l'élection de Trump, ça a été vraiment un choc. Cela montrait toutes les tensions sociales qui restaient en surface pendant si longtemps, qui étaient sous-jacentes. Si Hillary Clinton avait été élue comme étant la première présidente des États-Unis après le premier président noir, eh bien, peut-être qu'on se serait dit que les États-Unis allaient vers une société plus juste et plus égale. Plus important encore, les démocrates et les républicains auraient peut-être mis leurs querelles de côté et auraient peut-être cessé d'ignorer les besoins du peuple et de réduire le besoin de réduire les inégalités. Le mouvement le Movement for Black Lives, et c'est une réaction au racisme endémique, et pas seulement un produit de l'imagination de la population noire. Les leaders sociaux aux États-Unis ne se sont pas rendus compte qu'il y avait un changement qui était en train de s'effectuer, mais quel type de changement s'effectue? Ces mouvements représentent des millions de personnes qui travaillent au changement. Ils exigent plus de justice et d'égalité. Tandis que des millions d'autres personnes ne savent pas trop dans quelle direction aller. Et c'est alors à nous, en tant que participants à ces mouvements, d'aider les gens à imaginer une voie vers la justice et la paix. Et nous devons donner le là. Les réactionnaires et les autres, et ceux qui sont à droite, sont concentrés sur leur version de l'avenir et on doit être vigilant. Qu'est-ce qu'il nous faut pour une paix mondiale? Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il faut plus de solidarité au sein des mouvements, plus de solidarité entre les mouvements en suivant les principes d'intersectionnalité, et des mouvements qui doivent penser au niveau international en gardant la pauvreté au cœur du débat. Les mouvements que je viens de décrire sont des mouvements très actifs, très dynamiques. Certaines personnes se voient comme des ennemis, des rivaux au sein des mouvements. Il y a des tensions. Et c'est bien parce que ça crée une diversité, des critiques constructives, mais il faut attention à ne pas personnaliser les conflits parce que c'est polarisant.
et que ça peut vraiment détruire certains mouvements. David Klein, un vétéran du Vietnam et l'ancien président de Veterans for Peace, m'a dit comment identifier, donc faire la distinction entre nos vrais ennemis et ceux qui luttent avec et ceux avec qui on doit lutter autour d'idéologies et des tactiques. On doit trouver une unité tout en maintenant notre diversité. Il y aura toujours un défi majeur, mais pour moi, il nous faut servir de modèle. Et on doit faire cela, sinon on est simplement des hypocrites et on fait ça par intérêt. Pour être clair, je n'appelle pas à ce que les gens restent silencieux, se tuent pour préserver l'unité. Il faut qu'il y ait des tensions, mais il faut allier nos forces pour permettre d'atteindre nos objectifs. Autrement, nous échouerons. De nouveau, ces mouvements sont extrêmement dynamiques. On ne sait pas comment avoir une solidarité réelle entre les différents mouvements. Traditionnellement, les mouvements ont travaillé de façon isolée, comme si les autres n'existaient pas. Nous n'avons pas réussi à fédérer notre pouvoir. Récemment, le concept d'intersectionnalité aux États-Unis est devenu vraiment proéminent et ce terme a été inventé en 1989 par une intellectuelle féministe afro-américaine, Kimberlé Crenshaw. Mais il n'y a pas d'enjeu, de questions plus importantes, de problèmes plus importants que d'autres. On doit agir ensemble. Martin Luther King a compris l'importance vraiment de l'intersectionnalité. Il nous a appris qu'on devait faire face à ce qu'il appelle les trois démons du racisme, la haine, la pauvreté et la guerre. Aujourd'hui, j'aimerais ajouter le changement climatique. Tous ces enjeux sont très importants et sont liés les uns aux autres et ont tous un impact sur nous. Cela implique que l'on doit utiliser des tactiques et des concepts pour confronter tous ces problèmes. Le mouvement anti-guerre et pour la paix aux États-Unis va dans cette direction. C'est extrêmement important parce que si les gens réalisent à quel point ça a un impact sur leur vie, si la guerre a un impact sur leur vie, et alors ils vont agir contre la guerre. Veterans for Peace, par exemple, tente de promouvoir la paix aux États-Unis et à l'étranger, et montrer à tout le monde comment ça a un impact sur nous, que le racisme est utilisé comme moyen de perpétuer la guerre, en justifiant la crainte de l'autre. Les mêmes formules qui sont utilisées pour diviser le peuple aux États-Unis. On veut montrer que des pauvres sont envoyés à l'étranger pour pour se battre contre d'autres pauvres. Que les ressources sont utilisées pour mener des guerres et pas pour soutenir les communautés, et que les guerres ne sont pas là pour nous maintenir en sécurité, mais pour extraire des richesses et contrôler les marchés des pays où nos armées sont envoyées pour dominer. Et nous devons lutter contre le changement climatique parce que ça ne va faire qu'aggraver tous ces problèmes. Et enfin, il faut comprendre quels sont les résultats, finalement, les conséquences de l'échec dans le leadership mondial. La pauvreté et les inégalités économiques proviennent des échecs de la guerre, de la haine, des membres de l'État islamique, Al-Qaïda, les milices, les skinheads, Boko Haram, les gangs à New York et Chicago, et d'autres groupes violents sont majoritairement composés de personnes qui réagissent au discours de haine. Les gens qui ne sont pas ignorés, s'ils ne sont pas ignorés, vont trouver un moyen constructif de se positionner. L'élection de Trump en est un exemple. Chacun veut se sentir utile. Les individus qui sont mus par leur égoïsme et leur narcissisme, comme Donald Trump, vont utiliser la crainte et les espoirs de millions de personnes à leur propre avantage. Nous devons travailler à promouvoir la justice, la paix, et on doit aller aider les gens en Afghanistan, en Corée du Nord, en Syrie, comme si c'était nos amis, pas nos ennemis. Non.
Les ennemis, en fait, sont les leaders, les dirigeants qui ne préservent pas, qui ne répondent pas aux besoins humains et qui utilisent la violence comme un moyen de servir leurs intérêts. Donc, il faut mettre fin à la guerre et à l'armement nucléaire. On va organiser en fait une conférence en novembre parce qu'on pense qu'on a des vétérans à travers le monde qui peuvent parler de leurs expériences. Et alors on se rendra compte que des personnes venues de pays différents peuvent s'unir. Et c'est là qu'on pourra avoir un impact et faire la différence. Merci à tous.